Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bon Bouquin. Je suis Eugénie et aujourd'hui je vais vous parler littérature. Le Bon Bouquin ? C'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissée indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque, peuplée de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Vous êtes prêts ? C'est parti. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre qui m'a bouleversée, un livre qui fait partie de mon panthéon littéraire. Et laissez-moi vous dire qu'avant de lire ce chef-d'œuvre, jamais, au grand jamais, je n'aurais pu imaginer être aussi touchée par un livre comme celui-ci. Tout d'abord parce que ce n'est pas tout à fait un roman, et moi, les romans, c'est plutôt ma came. Les autres genres, je les consomme bien sûr, mais avec modération. Ensuite parce que l'histoire parle d'un fait divers assez sordide, et moi, contrairement à tous les fans de la saga du Pont de Ligonnès, tout ce qui s'approche de près ou de loin d'agressions, de meurtres ou d'assassinats qui se sont passés dans la vie réelle, ça me fiche un peu la frousse. Enfin, parce que l'ambiance carcérale, c'est pas mon truc non plus. La saleté, la violence. Et bon, dans ce bouquin, sans vouloir vous rebuter, il y a pas mal de scènes qui se passent en prison. Et malgré tout cela, cet ouvrage m'a absolument bouleversée. Alors, vous avez deviné de quel livre il s'agissait ? Je parle de 200 froid de Truman Capote, bien sûr. Truman Capote, vous savez, c'est celui qui a écrit Breakfast at Tiffany's. Ce livre, je ne l'ai jamais lu. En revanche, le film, je l'ai peut-être vu une bonne centaine de fois. Le personnage principal est incarné par Audrey Hepburn et c'est vraiment un film culte que je vous recommande, même si nous sommes ici dans un podcast littéraire. C'est dire. Un récap express de la vie de Truman s'impose. Notre homme est né en 1924 à la Nouvelle-Orléans et mort en 1984 à Los Angeles. Sa jeunesse est marquée par des événements difficiles. Ses parents divorcent quand il a 4 ans et sa mère, alcoolique, enchaîne les relations sans lendemain. Elle finira d'ailleurs par se suicider dans les années 50. Peu après le divorce de ses parents, Truman est envoyé vivre avec ses oncles et ses tantes en Alabama. Il montre très tôt un talent pour l'écriture et est encouragé dans ses aspirations littéraires. À 17 ans, Truman s'installe à New York pour poursuivre sa carrière d'écrivain. Il travaille également dans le milieu de la mode et du journalisme et se lie d'amitié avec des personnalités du monde de l'art. Son premier roman, Autre voix, autre visage, publié en 1948, attire l'attention pour son style novateur. Mais c'est vraiment avec 200 froid qu'il connaît la renommée, la vraie, en marquant un tournant dans le genre du roman non fictionnel. Et ce qui n'est pas commun dans cette histoire, c'est que l'histoire de l'écriture de 200 froid est presque aussi passionnante que le livre lui-même. Cet ouvrage est vraiment indissociable de la vie de son auteur. Tout commence en 1959, lorsque Truman Capote découvre un article du New York Times sur une affaire criminelle pas commune. Le meurtre brutal d'une famille de 4 personnes, les Clutter, dans la petite ville de Holcomb, au Kansas. Fasciné par l'histoire, Truman Capote se rend sur place avec son amie, l'écrivaine Harper Lee, pour enquêter. Harper Lee, c'est l'autrice du très célèbre « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». Concrètement, quels sont les faits ? 2 petits malfaiteurs, un peu paumés, Dick et Perry souhaitent cambrioler la maison d'un riche fermier, Monsieur Clutter, persuadé qu'un coffre-fort rempli à craquer s'y cache. L'affaire ne se déroule pas du tout comme prévu. Au lieu du gentil larcin initialement programmé, Dick et Perry assassinent froidement 4 personnes, le couple et leurs 2 enfants. Ils les ligotent, en égorgent un, tirent une balle à bout portant dans la tête des 3 autres. Tout ça pour une poignée de dollars, une paire de jumelles et un poste de radio. Les 2 meurtriers prennent ensuite la fuite, sont rattrapés plusieurs semaines après, puis condamnés à mort en 1960.
Mais leur exécution a été retardée en raison de nombreux appels et procédures judiciaires. Ils sont finalement exécutés par pendaison à la prison d'État du Kansas le 14 avril 1965. L'absence de mobile apparent et la nature apparemment aléatoire du crime ont contribué à faire de cette affaire un sujet de fascination pour beaucoup et ont incité Truman Capote à faire des recherches plus approfondies sur ce crime. Celui-ci passe plusieurs années à recueillir des informations, à interroger des témoins, des enquêteurs, des avocats et les meurtriers eux-mêmes, qui à l'époque avaient déjà été arrêtés et condamnés à mort. Au fil du temps, l'écrivain développe une relation particulière avec les deux hommes. Ils deviennent presque ses amis, surtout Perry, et cette relation influence l'approche narrative de son ouvrage. Truman utilise une méthode de travail minutieuse, méticuleuse, prenant des milliers de pages de notes et enregistrements. Il interviewe également les membres de la communauté de Holcomb pour capturer l'impact du crime sur la petite ville. Le village de Holcomb est situé sur les hautes plaines à blé de l'ouest du Kansas, une région solitaire que les autres habitants du Kansas appellent l'Aba. À quelques 70 miles à l'est de la frontière du Colorado, la région a une atmosphère qui est plutôt Far West que Middle West, avec son dur ciel bleu et son air d'une pureté de désert. Le parler local est hérissé d'un accent de la plaine, un nasillement de cow-boy, et nombreux sont les hommes qui portent d'étroits pantalons de pionniers, de grands chapeaux de feutre et des bottes à bout pointu et à talons hauts. Le pays est plat et la vue étonnamment vaste. Des chevaux, des troupeaux de bétail, une masse blanche d'élévateurs à grains qui se dressent aussi gracieusement que des temples grecs, sont visibles bien avant que le voyageur ne les atteigne. Une fois ses recherches terminées, Truman Capote commence à rédiger de sang-froid. Il adopte un style narratif captivant, il crée un récit qui mélange le journalisme factuel avec des éléments de fiction, rendant l'histoire aussi palpitante qu'un roman tout en restant fidèle aux faits. Et c'est ça, le tour de force, d'autant plus que cela n'avait jamais été fait avant. Le titre a été publié en 4 parties dans le magazine The New Yorker entre septembre et octobre 1965, avant d'être publié sous forme de livre l'année suivante. De sang-froid a été un énorme succès critique et commercial. Ce livre apporte à Truman Capote tout ce dont il avait rêvé. L'argent, la gloire, la vie mondaine flamboyante. Il marque dans le marbre sa réputation comme écrivain de talent. Mais qu'est-ce que c'est que ces bonheurs terrestres, futiles, face à la violence de ce qu'il a vécu en écrivant ce livre? En effet, la profonde implication de l'écrivain dans l'affaire criminelle et la rédaction du livre ont eu un impact émotionnel considérable sur lui. La recherche exhaustive et la proximité avec les deux meurtriers, qui ont quand même été pendus, je le rappelle, ont laissé des séquelles psychologiques durables. Perry et Dick ont été pendus mardi dernier. J'étais là parce qu'ils me l'avaient demandé. Ce fut une épreuve atroce dont je ne me remettrai jamais complètement. Ce livre marquera sa fin. Après sa publication, Truman Capote tombe dans une profonde dépression, se noie dans l'alcool et dans la drogue et se retrouve dans une impasse créative. Son inspiration s'est tout simplement évaporée. Cette histoire est doublement triste donc. La seule petite lumière au bout du tunnel, c'est que de cette sauvagerie, de cette tristesse, de cette misère, est né un véritable chef-d'œuvre, un des plus beaux qu'a pu nous offrir la littérature américaine. De sang-froid occupe quand même la 54e place au classement des 100 meilleurs livres policiers de tous les temps, établi par l'Association des Mystery Writers of America en 1995, et le roman figure dans la liste du Guardian des 100 meilleurs livres écrits en anglais. Mais alors, en quoi peut-on qualifier De sang-froid de chef-d'œuvre ? Eh bien, tout d'abord parce qu'il est novateur. Truman Capote a ni plus ni moins créé un nouveau genre littéraire avec De sang-froid. Il a combiné les éléments de la non-fiction avec les techniques narratives de la fiction, donnant naissance à ce qu'on appelle souvent le roman vrai ou le non-fictional novel. Cette fusion innovante entre le journalisme factuel et la créativité littéraire a ouvert de nouvelles voies pour la narration.
Ce soir-là, après avoir séché et brossé ses cheveux et les avoir entourés d'un foulard de mousseline, elle sortit les vêtements qu'elle avait l'intention de porter pour se rendre à l'église le lendemain matin. Des bas de nylon, des escarpins noirs, une robe de veloutine rouge, la plus jolie, qu'elle avait faite elle-même. C'était la robe dans laquelle elle allait être enterrée. D'ailleurs, De Sang-Froid a fait des petits en France. Plusieurs auteurs français très renommés sont les héritiers directs de Truman Capote, comme Emmanuel Carrère par exemple, avec au hasard L'Adversaire, consacré à l'affaire Jean-Claude Roman, Philippe Jaénada avec La Serpe, ou encore Régis Geoffrey avec son Claustria. 3 livres que je recommande d'ailleurs chaudement. Truman a inventé un genre avec De Sang-Froid, et ça, c'est génial. Une autre raison pour laquelle le livre est vraiment un livre à part, c'est la façon dont Truman Capote humanise les meurtriers sans les justifier. Il peint un tableau nuancé de leur personnalité, montrant que même ceux qui commettent des actes horribles sont des êtres humains complexes, façonnés par leur histoire. Il suscite l'empathie chez les lecteurs, ce qui peut être parfois un peu dérangeant. De Sang-Froid est un ballet délicat entre le repoussant et le fascinant, entre l'horreur du crime et la compréhension du criminel. Perry dit « Est-ce que j'ai des regrets ? Si c'est ce que tu veux dire, non. Je ne ressens rien. Je voudrais bien, mais ça me laisse complètement froid. » Une demi-heure après que ce soit arrivé, Dick blaguait et moi je riais. Peut-être qu'on n'est pas humain. Je suis assez humain pour m'apitoyer sur moi-même. Je regrette de ne pas pouvoir sortir d'ici quand tu t'en iras, mais c'est tout. Ce roman apporte aussi une réflexion profonde, presque philosophique de la peine de mort. L'auteur explore les implications morales, éthiques et sociales de cette pratique. En plongeant profondément dans la psychologie des 2 meurtriers, leur passé, leur motivation et leur comportement, Truman Capote invite les lecteurs à réfléchir sur la nature humaine et la complexité des facteurs qui mènent à des actes criminels. C'est Péquenot. Ils vont voter la corde aussi vite qu'un cochon vide son auge. Regardez leurs yeux. Je veux bien être pendu si je suis le seul tueur dans la salle d'audience. On y parle peine de mort et plus globalement aussi système judiciaire américain. Le récit suit le procès des 2 meurtriers et en examine les rouages. Truman Capote détaille son déroulement, la manière dont la peine de mort est envisagée et comment elle est appliquée. Cela offre une perspective critique sur le fonctionnement de la justice et soulève des questions sur la capacité du système à rendre une justice équitable. La justice est un thème qui m'intéresse tout particulièrement. Et d'ailleurs, c'est aussi le sujet du roman de Tanguy Viel, article 353 du Code civil, dont j'ai parlé dans un épisode du Bon Bouquin. Je vous remettrai le lien dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse. Enfin, je n'ai pas parlé d'elle alors qu'elle fait quand même la diff dans un roman, c'est l'écriture. La plume de Truman Capote qui mélange les genres dans cette histoire. Il combine les recherches journalistiques approfondies avec un style littéraire soigné. Il transforme des faits bruts en œuvres d'art, élève le récit au-delà de la simple chronique criminelle, pour en faire une méditation profonde sur la nature humaine. Mais bien que les confessions eussent répondu au comment et au pourquoi, elles ne satisfaisaient pas son sens de la logique. Le crime était un accident psychologique, un acte impersonnel en fait. Les victimes auraient tout aussi bien pu être tuées par la foudre. À une chose près. Elles avaient connu une terreur prolongée. Elles avaient souffert. Et Dewey ne pouvait oublier leur souffrance. Néanmoins, il lui était possible de regarder sans colère l'homme qui était à côté de lui, avec une certaine sympathie même. Car la vie de Perry Smith n'avait pas été un lit de roses, mais un cheminement pitoyable, sinistre et solitaire, vers une série de mirages. La sympathie de Dewey n'était pas assez profonde cependant pour faire place à l'oubli ou au pardon. Il espérait voir Perry et son complice pendus dos à dos. Il y a aussi un détail à la fin qui n'en est pas un, mais qui offre un nouveau regard sur le crime, nouveau regard bouleversant, qui rejoue presque les cartes. Mais je ne vous en dirai pas plus, il faut lire l'œuvre pour comprendre. En bref, De Sang-Froid est un livre qui bouscule, qui trouble, qui crée l'inconfort. C'est le petit caillou dans une chaussure, une pomme de pin sur un fauteuil moelleux, une poussière dans l'œil. On n'est pas serein quand on le lit,
Et c'est ça qui est absolument exceptionnel et qui fera que le livre restera toujours en vous. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Merci d'être arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées et à laisser des commentaires. Cela fait gagner en visibilité le podcast et lui permet de remonter dans les recherches. Bien sûr, toutes les références des livres dont je parle sont en lien de l'épisode si vous voulez les retrouver. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines et d'ici là, bonne lecture.